ils nécessitent des efforts attentionnels, j'ai déjà dit, ils sont plus lents, et ils sont soit fondés sur l'enseignement, soit fondés sur la pratique délibérée. Hein. Vous avez décidé que vous étiez passionné pour le jeu des échecs, et par vous-même, vous êtes capable d'apprendre. Alors, bon, il semble-t-il que quand vous apprenez en plus avec un enseignant, vous apprenez encore mieux. Mais bien entendu, on peut apprendre par soi-même. La motivation a un rôle très peu important dans les apprentissages adaptatifs. Il n'y a pas besoin d'être motivé pour apprendre sa langue maternelle à l'oral, par exemple, alors que la motivation joue un rôle très important du côté des connaissances secondaires, et souvent nous avons même besoin d'une motivation extrinsèque, c'est-à-dire d'une motivation qui vient d'autrui, être soutenue par autrui sur ce plan-là. Et dernière chose qu'on a identifiée, c'est que le processus de généralisation des connaissances, vous savez, vous avez acquis une connaissance dans un domaine, puis vous la transférez dans un autre domaine, dans un autre domaine, dans un autre domaine, vous construisez des connaissances de plus en plus générales. Ça marche très très bien du côté des connaissances primaires. Du côté des connaissances secondaires, la plupart du temps, on a besoin d'être accompagné dans le processus de généralisation des connaissances. Ça ne marche pas comme ça. Donc, si vous acceptez mon analyse, les apprentissages académiques, les apprentissages scolaires concernent les connaissances secondaires. Ils ne sont pas adaptatifs, ils sont spécifiques, hein, ils ne se généralisent pas par eux-mêmes, et ils impliquent la mise en œuvre d'apprentissage, donc qui nécessitent des efforts, du temps, de la motivation, et j'insiste sur ce que j'ai mis en rouge. Avec les apprentissages adaptatifs, j'apprends ce que je fais et je fais ce que j'apprends. Il n'y a pas de distinction dans les apprentissages adaptatifs entre mon action et mon apprentissage. C'est une seule et même chose. Dans les apprentissages scolaires, on a repéré que dans bien des situations, ce que je fais faire à mes élèves, par exemple résoudre un problème mathématique, ça n'est pas mon but. Ça n'est pas ce qu'il apprend. Ce qu'il apprend, c'est une connaissance mathématique, c'est une propriété d'un machin, c'est une caractéristique, c'est une procédure. Et donc, on peut distinguer toujours ce que l'enseignant fait faire à ses élèves et la connaissance que l'élève va apprendre à travers la réalisation de cette activité. Ça va la distinction entre l'activité et l'apprentissage. Vous savez, c'est important parce qu'on s'est rendu compte du point de vue des efforts cognitifs que les deux sont coûteux. Hein, réaliser l'activité que me demande mon professeur, ce problème, ben, ça demande des ressources attentionnelles, mais apprendre aussi. Et parfois les élèves mobilisent toute leur activité, toutes leurs ressources cognitives sur l'activité, pardon, et du coup ils n'ont plus de ressources pour apprendre. Vous savez, les élèves, hein, vous avez l'impression qu'ils sont complètement engagés, ils ont fait, et à la fin, il ne reste rien. Parce qu'on a mobilisé toutes nos ressources cognitives sur la tâche plutôt que sur l'apprentissage. Et ça, j'insiste lourdement parce que ça pose énormément de questions avec le numérique. Pendant longtemps, on a confondu les outils numériques et l'enrichissement des supports d'apprentissage. Le gros problème, c'est que la plupart du temps, quand on enrichit un support d'apprentissage, ben, on rend la tâche plus exigeante et on détériore l'apprentissage. Le cœur de la pédagogie, c'est quand même notre capacité à simplifier au début pour complexifier ensuite. C'est bête hein, ce que je dis. Et pourtant, beaucoup de concepteurs d'outils numériques oublient ça. L'enjeu, c'est pas de faire plus riche. L'enjeu, c'est de construire des progressions. Et il ne faut pas qu'on oublie que le cœur de notre métier, il est là. Notre capacité à construire des progressions, pas à faire plus riche. Pardon d'avoir été lourd sur ce point. Alors, je vais aller vite là-dessus. Les tâches, hein, ce qu'on fait faire aux élèves pour qu'ils apprennent, sont en réalité en nombre assez limité. On a essayé de recenser avec des collègues, on a trouvé des tâches d'études, les tâches de résolution de problèmes, tout ce qui est le domaine de la recherche d'information, tout ce que sont les tâches de dialogue, bien entendu les tâches de production, de textes, d'objets, de fonctions, etc., et les jeux. Et on a l'impression, en tout cas c'est
ce qu'on a trouvé dans cette recension, que l'univers des tâches, ce qu'on peut proposer aux élèves pour qu'ils apprennent, est pas beaucoup plus étendu que cela. Après, c'est dans les détails, c'est en regardant les sous-tâches qu'on voit des différences. Et la deuxième chose qui nous a interloqués quand on a fait ce travail, c'est que beaucoup de ces tâches existaient déjà il y a un siècle. Je ne sais pas si en un siècle, on a été capable, nous, l'humanité, d'inventer beaucoup de nouvelles tâches. La deuxième chose qui est importante, c'est que toute la littérature sur les tâches, qu'est-ce qu'on fait faire aux élèves, toute cette littérature est bien en peine quand il s'agit de rechercher la réponse à la question « Est-ce que cette tâche est plus efficace que telle autre tâche ?» Chaque fois que vous essayez de poser cette question, il y a toujours une étude qui vous dit « ça dépend ». Telle tâche est plus efficace pour apprendre ça, mais telle autre tâche est plus efficace pour apprendre autre chose. Donc il y a deux collègues de l'IUFM ou l'SP en Arizona, si mes souvenirs sont bons, Mickey Kai et Russ Wiley, qui ont pris la littérature sur les tâches et qui ont changé la vision sur les tâches. Ils ont dit, au lieu de regarder ce qu'on demande aux élèves de faire, il faut regarder comment on leur demande de faire. Il faut regarder l'engagement dans la tâche. Et elles ont identifié 4 niveaux. Le premier qu'elles ont appelé passif, ou je ne sais pas si l'expression est très heureuse, parfois on trouve cognitivement actif, c'est les élèves, ils sont centrés sur les explications, ils écoutent, ils sont attentifs. Actif, les élèves manipulent sélectivement, physiquement, les supports d'apprentissage, ils font quelque chose qui est observable. Constructif, c'est quand les élèves comprennent plus que ce qu'on leur explique. Ils font des inférences, ils font des hypothèses, ils font des conjectures. Ils enquêtent, ils découvrent. Et le 4e niveau, elles l'ont appelé interactif, c'est quand les élèves font tout ça, mais dans la confrontation, dans la collaboration, quand ils sont plusieurs à apprendre ensemble. Et là, tout d'un coup, la littérature sur les tâches et les situations d'apprentissage devient beaucoup plus claire. Parce que Kai et Wiley ont montré 3 choses. Toujours pareil, c'est les techniques de méta-analyse de la littérature empirique. Premièrement, toute chose égale par ailleurs, 4 est plus efficace que 3, qui est plus efficace que 2, qui est plus efficace que 1. Et ça, c'est un résultat qui est stable. Deuxièmement, 4 est plus exigeant que 3, qui est plus exigeant que 2, qui est plus exigeant que 1. Plus exigeant, ça veut dire du côté de l'enseignant, ça peut être plus long. Ça peut nécessiter plus de préparation. Ça peut nécessiter plus de guidage au moment. Okay? Donc ça peut être plus exigeant pour le professeur ou plus exigeant pour l'élève. Par exemple, les risques de perdre les élèves les plus fragiles peuvent être plus importants avec 4 qu'avec 3, qu'avec 2, qu'avec 1, si on ne prend pas plus de temps, ou s'il n'y a pas une meilleure préparation, ou s'il n'y a pas un meilleur guidage pendant l'activité. Et le 3e truc qu'elles ont montré, et ça c'est juste une tuerie, non, mais ce que je vais vous montrer, c'est la chose la plus simple du monde. Dès que je vais vous la montrer, tout le monde va dire « Ah ben oui, bien sûr ». Sauf qu'il a fallu attendre 2014 pour que ces 2 collègues, dont j'ai une admiration, pour lesquels j'ai une admiration sans borne, c'est que toute tâche de mon tableau, là, avec les 17 tâches, toute tâche est compatible avec tout niveau d'engagement. Écouter un cours, vous pouvez l'attraper au niveau passif, actif, constructif ou interactif. Lire un texte, vous pouvez l'attraper au niveau etc. En fait, quand nous concevons des situations d'apprentissage, ce qu'elles nous ont montré, c'est qu'on a ces 2 dimensions. C'est qu'est-ce qu'on fait faire aux élèves et comment on leur fait faire. C'est comment on les engage dans cette activité. Et donc, il n'y a pas des tâches qui sont, vous voyez, intrinsèquement constructives ou intrinsèquement. Chaque fois, pour chaque tâche, on a ces deux dimensions. Et ça, je crois que c'est le cœur du métier, de faire apprendre. Bon, après, je me suis demandé si, mais ça c'est juste une hypothèse,
est-ce que finalement, ce qu'elles nous ont dit, c'est que chaque fois qu'on réutilisait les moteurs des apprentissages primaires, on améliorait les apprentissages. Hein? Peut-être que ce qu'on appelle innovation pédagogique, sans doute depuis le Moyen-Âge, c'est quand on redécouvre l'idée que faire explorer les élèves, faire interagir les élèves entre eux et faire jouer les élèves, ce sont juste 3 manières d'engager plus les élèves dans les apprentissages, de les faire mieux apprendre. Mais sans être dupe du fait que ça n'est que le moyen, ça n'est pas le but. Hein, c'est le moyen, c'est une mise en œuvre pédagogique qui nous permet d'apprendre ça. C'est qu'une hypothèse, c'est peut-être foireux, mais en tout cas, j'en suis convaincu. Donc du coup, ça permet